J'ai toujours été fasciné par les inventions et en particulier celle de l'ordinateur. Je me suis toujours demandé comment quelque chose d'inerte pouvait sembler intelligent. C'est pourquoi je vous propose de remonter le temps et d'essayer de comprendre pas à pas les fondements de l'ordinateur, comment l'ordinateur est né. Alors pour ça, je vais commencer par aborder la logique combinatoire et plus tard, j'espère aborder la logique séquentielle. En gros, la différence entre logique combinatoire et logique séquentielle, c'est qu'en logique combinatoire, les états de sortie vont toujours dépendre uniquement des états d'entrée. Il n'y aura jamais d'interconnexion entre la sortie et l'entrée. C'est-à-dire que pour un même état d'entrée, on aura toujours un même état de sortie. C'est un petit peu un principe de action-réaction et c'est quasiment instantané. Alors qu'en logique séquentielle, des mêmes états d'entrée pourront donner des états de sortie différents parce que l'état de sortie à un instant t pourra tenir compte de l'état d'entrée ou de l'état de sortie à un instant t-1. Pour faire ça, il y aura une notion de mémorisation d'état, la plupart du temps à travers des bascules et souvent aussi avec des horloges. Mais bon, ça, je le verrai plus tard. Avant de commencer, je vous montre un petit exemple tout simple d'un montage avec de la logique combinatoire. Je le mets sous tension, je programme sur la roue codeuse le chiffre que je veux, par exemple 9. Je mets en route le dispositif et le but c'est qu'il retrouve le chiffre et qu'il s'arrête. Bingo! Je lui fais chercher un autre chiffre, par exemple le 4, et je le mets en route. Bingo! Allez, encore un pour le plaisir, le 3. Et rebingo! La logique combinatoire va consister à combiner entre elles des portes logiques. Ça sera des portes non, et, ou, non et, non ou exclusif, etc. Mais rien de tel que du concret pour aider à comprendre. Donc on va prendre un exemple. Je veux me créer un circuit qui soit capable de retrouver tout seul un chiffre que je lui aurais programmé, et puis quand il l'aura trouvé, de le signaler et de s'arrêter tout seul. Ça, c'est l'objectif, et je me définis un processus chronologique. Je lui programme un chiffre, il affiche ce chiffre sur un afficheur à LED, j'active la recherche, il génère un premier chiffre en binaire qu'il affiche aussi sur un autre afficheur à LED, il le compare avec mon premier chiffre, si c'est le même, il le signale et il s'arrête, si c'est pas le même, il génère un deuxième chiffre qui compare à nouveau, et ainsi de suite jusqu'à matcher. Matcher, bien sûr, ça veut dire trouver le même chiffre. Je veux que le montage soit capable de comparer deux chiffres codés en binaire, un provenant de la roue codeuse, et l'autre généré automatiquement par le montage, sachant que je veux que le montage génère successivement 10 chiffres de 0 à 9. Et il doit être capable de comparer si ces deux codes binaires sont les mêmes. Tant que les codes binaires ne sont pas identiques, il doit continuer à générer des chiffres, et quand les deux codes binaires seront identiques, il devra s'arrêter et le signaler. Pourquoi des chiffres codés en binaire sur 4 bits? Tout simplement parce que pour les chiffres 8 et 9, on aura besoin de 4 positions binaires, comme le montre le tableau que vous voyez maintenant. On a à gauche les chiffres décimaux de 0 à 9, et sur les 4 colonnes de droite, les positions binaires correspondantes, et on voit que pour écrire le 8 et le 9, on a besoin du 4e bit, puisqu'on voit que pour écrire le 8 et le 9, on aura besoin de 4 positions binaires. La question essentielle qu'on va devoir se poser, c'est comment faire pour savoir que deux nombres binaires sont identiques. Eh bien, chaque nombre est composé de 4 positions binaires. Le nombre A, par exemple, c'est 0, 1, 1, 0. Le nombre B, ça peut être 1, 0, 0, 0. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment on va faire pour comparer ce bit-là avec celui-là
avec celui-là, celui-là avec celui-là, et celui-là avec celui-là. Et dans un deuxième temps, je vous montrerai comment acter le fait que nos 4 tests, nos 4 comparaisons sont vrais. Ici, on a la valeur 6 en décimale qui correspond en binaire à 0, 1, 1, 0. Je rappelle, ici, c'est les unités. Ici, c'est les 2n, c'est-à-dire multiples de 2. Mais moi, je vais parler de dizaines pour faire plus simple. Ici, c'est 2 à la puissance 2. Donc moi, je vais dire que c'est des centaines. Et ici, c'est 2 à la puissance 3. On va dire que c'est des milliers. Pareil pour ici, ce qui revient en décimale ici au chiffre 8. On va comparer chaque bloc individuellement. Celui-ci avec celui-là. Celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, et celui-là avec celui-là. Regardons maintenant en détail comment on va faire pour comparer ce bloc-là avec celui-là. On va faire une table de vérité. On retrouve en entrée 2 colonnes, les unités du nombre A, et ici les unités du nombre B. On aura ici l'état de sortie, sachant que on veut que si A égale B est vrai, la sortie soit à 1, et si A égale B est faux, la sortie soit à 0. Le fait qu'on ait 2 entrées à 2 positions, ça nous fait 4 combinaisons possibles. Dans quel cas on va avoir 1 et dans quel cas on va avoir 0? Eh bien là, on a bien A qui est égal à B, donc la condition est vraie. Donc on veut qu'on ait un 1 ici. Si A est égal à 1, B est égal à 0, le test A égale B est faux. Donc on aura 1, 0. Si A est égal à 0, B est égal à 1, on doit également avoir 0 en sortie, puisque l'égalité est fausse. Et enfin, quand A est égal à 1 et B est égal à 1, on doit avoir un 1 en sortie. On voit donc qu'on peut avoir 2 cas pour lesquels la sortie est à 1 et 2 cas pour lesquels la sortie est à 0. Maintenant, la question à se poser, c'est en porte logique, qu'est-ce que c'est qui peut nous donner ce résultat? On voit tout de suite que la porte est ne va pas marcher. 0 et 0, ça fait pas 1, ça fait 0. Donc la porte est, ça marche pas. La porte OU ne marche pas non plus, parce qu'on voit tout de suite que 1 et 0 avec une porte OU, ça ferait 1, alors que là, ça fait 0. Mais cette table de vérité me fait penser à l'inverse de la porte OU exclusif. Parce que la porte OU exclusif, 0, 0, ça fait 0. 1, 0, ça fait 1, 0, 1, ça fait 1, et 1, 1 en porte OU exclusif, ça fait aussi 0. Donc on voit que nos sorties sont l'inverse de la porte OU exclusif. Eh bien, on va tout simplement utiliser une porte non OU exclusif, ou en anglais XOR. On va donc devoir utiliser 4 portes XOR, une pour les unités, une pour les dizaines, une pour les centaines, et une pour les milliers. Et ainsi, quand nos 4 sorties seront à 1, ça voudra dire qu'on aura égalité sur les unités, les dizaines, les centaines et les milliers. Voilà notre logigramme, nos 4 portes XOR, celle pour les unités de puissance 0, celle pour les dizaines, j'ai mis des guillemets parce qu'en fait c'est la valeur 2 puissance 1, celle des centaines qui est en fait la valeur 2 puissance 2 et celle des milliers qui est en fait la valeur 2 puissance 3. Ici on a l'unité du nombre A, ici l'unité du nombre B, ici la dizaine du nombre A, la dizaine du nombre B, et ainsi de suite. On retrouve ici nos 4 sorties, et on aura bien la sortie S1 sera à 1 quand l'unité de A et l'unité de B seront égales, la sortie S2 sera à 1 quand les dizaines de A et de B seront égales, et ainsi de suite. Maintenant, il nous reste à voir comment on va traiter cette partie-là. Eh bien, c'est très simple. Quand S1 et S2 et S3 et S4 seront à 1, ça voudra dire que le nombre A sera égal au nombre B. On pourrait faire de 2 façons, par exemple ici rajouter une porte et entre S1 et S2. Si S1 égale S2, on a une sortie à 1. Ici aussi une porte et, si S3 égale S4, on aurait 1. Et puis encore là, une porte et, si la sortie là et la sortie là étaient à 1, on serait aussi à 1. Et du coup, quand on est à 1 ici, on sait que partout ici, on est à 1. Mais moi, c'est pas la solution que j'ai retenue. Alors d'après vous, quelle solution j'ai pu retenir? Je viens tout simplement envoyer les signaux de S1 à S4 sur la base de 4 transistors NPN montés en série. On va regarder le schéma d'ensemble de tout le montage. Pour des raisons de simplification et de lecture du schéma, je ne vais pas dessiner les branchements de certains composants qui sont déjà connus. L'afficheur à LED, j'ai déjà expliqué comment le brancher. Le décodeur BCD, j'ai déjà également expliqué comment le brancher. Pareil pour le NE555, pareil pour le CD4017. Là, je vais simplement représenter leur implantation dans le circuit global. On retrouve ici la roue codeuse avec ses 4 sorties binaires. Les 4 sorties binaires, je vais les envoyer à 2 endroits. Le premier endroit, c'est sur le décodeur BCD afin qu'il affiche le chiffre sur l'afficheur à LED numéro 1. Je rappelle, le décodeur BCD, c'est un CD4543BE.
Et ces 4 signaux binaires, je les envoie également sur les 4 portes non ou exclusifs, c'est-à-dire les portes XOR. Ces portes XOR sont composées de CD4070BE, c'est-à-dire des portes ou exclusifs, couplés à un 7404 qui est une porte non. Donc là, pareil, pour des raisons de simplification, j'ai pas dessiné ces deux composants, mais j'ai dessiné que le symbole de la porte non ou exclusif. Je n'ai pas non plus dessiné l'alimentation de la roue codeuse, mais bien sûr, il faut qu'elle soit reliée à l'alimentation aux 5 volts. Ensuite, je vais avoir le NE555, avec tout son environnement de composants que je n'ai pas redessiné ici pour des raisons de simplification. La sortie signal, je vais la relier à l'horloge du CD4017, et je vais utiliser 9 sorties du CD4017, que ici, je n'ai pas dessiné de façon vraie par rapport aux composants CD4017. Je les ai mis toutes dans l'ordre, sachant qu'en fait, c'est les sorties Q0, Q1, Q2, Q3, il y en a ici, il y en a là. Donc là, simplement, moi, je les ai toutes mis ici pour simplifier le schéma. À la première impulsion, le CD4017 va envoyer le signal sur la sortie 0, que moi, je n'utilise pas. Je ne l'utilise pas pour éviter des rebonds quand je vais intervenir sur cet interrupteur. Le premier signal active la porte 0 qui est reliée à rien. Au deuxième signal, ça sera la broche Q1 qui aura une sortie positive. Je vais me servir de la broche Q1 pour le chiffre 1 en décimale. Le chiffre 1 en décimale sera codé en binaire 0, 0, 0, 1. C'est pour ça que je vais utiliser qu'un seul fil que je vais relier ici à ma borne 2 puissance 0. Puisqu'ici, je vais avoir la borne 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3. Donc pour le 1 décimal qui correspond au 1 binaire, j'ai besoin que d'un seul fil que je vais venir relier à mon plot 2 puissance 0. Alors c'est très important, on va devoir mettre une diode sur tous les segments qui vont relier le CD4017 au plot binaire 2 puissance 0 à 2 puissance 3 pour éviter des retours de courant. À la troisième impulsion du NE555, ça sera la broche Q2 qui sera alimentée en positif. Ça correspondra au chiffre décimal 2 et ça correspondra au chiffre binaire 1, 0. Je vais donc avoir besoin aussi que d'un seul fil pour l'envoyer sur le plot 2 puissance 1. Ensuite, au signal suivant, ça sera la sortie Q3 qui sera alimentée. Ça correspondra au chiffre décimal 3, au chiffre binaire 1, 1. Donc cette fois, je vais avoir besoin de 2 fils. Un qui va alimenter le plot 2 puissance 1 et un qui va alimenter le plot 2 puissance 0. C'est pour ça qu'on voit qu'ici, j'ai 2 fils, un qui vient là et un qui vient là. Ensuite, à l'impulsion suivante, ça sera la sortie Q4. La sortie Q4 en binaire, c'est 1, 0, 0. Donc j'ai besoin que d'un seul fil. Je vais venir le relier au plot 2 puissance 2. Ensuite, le 5, donc là je ne les ai pas tous reliés parce que ça ferait trop de fils, on verrait rien du tout. Pour le 5 décimal, on va avoir besoin de 2 fils, un au plot 2 puissance 2, un au plot 2 puissance 0, donc ici et là. Ensuite, le 6, c'est 2 puissance 2 et 2 puissance 1, donc on va venir se relier ici et là. Le 7, c'est là où il y a le plus de fils, on a besoin de 3 fils, puisque en binaire, le 7, c'est 0, 1, 1, 1. Donc je vais avoir un fil à relier au plot 2 puissance 2, un fil au plot 2 puissance 1 et un fil au plot 2 puissance 0. Donc je rappelle, toujours avec des diodes. Le 8 c'est simple, en binaire c'est 1, 0, 0, 0. Donc je vais avoir besoin que d'un fil que je vais venir relier au plot 2 puissance 3. Et pour le 9, je vais avoir besoin de 2 fils, un pour le 2 puissance 3 et un pour le 2 puissance 0. Ces connexions qui arrivent au plot ici, elles vont repartir à deux endroits. Un premier endroit sur le deuxième décodeur BCD, qui viendra alimenter le deuxième afficheur à LED, de façon à ce que le chiffre généré par le 4017 s'affiche ici. Et les états de ces plots-là vont partir à un deuxième endroit, à nos fameuses portes XOR. Le plot 2 puissance 0, je vais venir le brancher sur la porte XOR du premier code binaire qui arrivait de la roue codeuse. Le plot 2 puissance 1 avec la valeur 2 puissance 1 de la roue codeuse. Le plot 2 puissance 2 avec la valeur binaire 2 puissance 2 de la roue codeuse. Et le plot 2 puissance 3 avec la porte XOR branchée aussi avec le 2 puissance 3 de la roue codeuse. Ensuite, les sorties de ces portes non ou exclusifs, je viens les relier à travers une résistance à la base de 4 transistors NPN montés en série. Sur le collecteur du premier transistor, je vais mettre une résistance reliée aux 5 volts de la lime. Et puis l'émetteur du dernier transistor, je vais le relier à la base d'un autre transistor NPN qui aura son émetteur relié au ground de la lime. Et côté collecteur de ce transistor, on va avoir tout notre dispositif de détection et d'arrêt du système. Ici, on va avoir besoin d'un petit condensateur relié au moins du circuit. Ici, je vais brancher en parallèle un buzzer et une LED en série avec une résistance.
les deux branchés au plus de notre alimentation. Ce point-là, je vais venir le relier à la broche reset du NE555. Je vais mettre un petit interrupteur. Et enfin, ici, sur la lime positive du CD4017, je vais aussi mettre un interrupteur. Alors regardons maintenant comment va fonctionner ce dispositif et cette sonde qui est reliée ici sur la broche reset du NE555. Pourquoi il y a ce branchement? Je vous rappelle que je veux que quand le chiffre généré par le CD4017 est le même que celui de la roue codeuse, je veux être alerté, donc ça va être le buzzer qui va sonner, la LED qui va s'allumer, mais je veux également que le cadencement du NE555 et du CD4017 s'arrête. Pour qu'il s'arrête, c'est très simple. Quand les deux nombres binaires, celui généré par le CD4017 et celui de la roue codeuse, sont identiques, on a nos 4 sorties qui sont en état haut. Ça veut dire que nos 4 transistors deviennent passants. Ça veut dire qu'on va avoir ici un courant qui va arriver à la base de ce transistor. Ce transistor va donc devenir passant. Ça va permettre d'alimenter le buzzer, d'alimenter la LED qui s'éclairera. Et du coup, ce point-là, le collecteur de ce transistor, vu que ce transistor-là est passant, ce point-là va être relié au moins de la lime. Ça reviendra à relier le reset du NE555 au moins de la lime. Ça aura pour effet d'arrêter le fonctionnement du NE555 qui n'enverra plus de signal sur le CD4017 et du coup le CD4017 arrêtera de basculer ses sorties d'une porte à l'autre. Donc le CD4017 restera bien bloqué sur la porte qui correspond au nombre binaire qui est sur la roue codeuse. Donc ce branchement-là permet au système de s'arrêter automatiquement quand les deux nombres binaires sont identiques. J'ai mis un petit interrupteur de façon à ce que si on ouvre le circuit, eh bien tout peut repartir, c'est-à-dire que le NE555 va recommencer à envoyer un signal et du coup le CD4017 va basculer sur la porte suivante. Ça permet de relancer le système mais sans repasser par 0. Mais par contre, si je veux repasser par 0, c'est-à-dire par exemple quand il a matché sur le 7, on a le 7 ici, le 7 là, le buzzer sonne, la LED s'allume, et si on veut repartir à 0, eh bien à ce moment-là, on va manipuler cet interrupteur-là. Le fait d'ouvrir le circuit, ça aura pour effet de réinitialiser le 4017 sur sa première broche qui est la broche Q0. Alors comme je le disais, je ne me sers pas de la broche Q0 parce qu'en fait j'ai un effet rebond sur cet interrupteur que je suis pas trop arrivé à neutraliser même avec des condensateurs et du coup ça avait tendance à quand j'ouvrais le circuit que je le refermais, au lieu d'afficher en premier chiffre le chiffre 1, il affichait le chiffre 2 parce que par effet rebond il avait déjà fait 2 petits basculements. Alors autre astuce, pourquoi est-ce qu'il faut mettre un condensateur ici? Eh bien c'est un petit peu technique, mais en fait j'avais remarqué que quand je programmais ici un chiffre impair, par exemple ici si j'avais le 5 qui s'affichait ici, et bien quand il arrivait à 4, cette LED-là s'allumait très très brièvement, et puis il passait instantanément à 6. Donc il n'affichait pas le 5 et il ne s'arrêtait pas sur le 5. Alors en fait j'ai l'explication, c'est un petit peu technique, je ne vais pas la dire ici parce que ça serait un petit peu long. Pour faire simple, il y a un tout petit moment pendant lequel les 4 transistors sont passants. Donc pour éviter ça, comme cet instant est très bref, il suffit de rajouter ici un petit condensateur qui permet de filtrer ce signal parasite.